Bonjour à tous et merci d'être présents à cette table ronde. Tout d'abord, n'y voyez pas du tout de la fainéantise, mais je vous précise que ces mots d'introduction sont signés ChatGPT. Alors, ce n'est pas très original. ChatGPT qui répond à ma demande d'introduction pour cette table ronde avec ces mots. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis, les opportunités et les implications éthiques de ces technologies émergentes qui façonnent notre monde de manière de plus en plus profonde. Les intelligences artificielles génératives ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines, de la création artistique à la recherche scientifique, mais elles soulèvent également des questions cruciales en matière de responsabilité, de transparence et de contrôle. Responsabilité, transparence, contrôle, trois mots qui vont guider cette table ronde qui a été intitulée donc « Qui a le droit ?» Les ménomanes apprécieront intelligence artificielle générative entre innovation et régulation. Une table ronde qui est organisée par l'agence API, une filiale de Ouest France qui propose sur plusieurs supports l'actualité des entreprises dans les Pays de la Loire et en Bretagne. Sa devise, l'info utile au service du business. Je vous présente tout de suite les 4 intervenants et intervenantes qui sont avec nous. Je commence avec vous, Stéphane Baïkoff. Merci d'être avec nous, avocate associée chez Cacertis, spécialisée dans la propriété intellectuelle et les données personnelles numériques. Vous avez récemment lu pas mal d'ouvrages, je crois, sur cette question de l'intelligence artificielle. Et pour vous, la phrase qui résume en tout cas cette thématique, je vous cite, « La menace ne vient pas de l'IA, mais de l'usage qui en sera fait ». On en parlera tout à l'heure. Thomas Ranou, bonjour. Cloud Solution Architect chez Microsoft depuis février 2023. Vous étiez également dans une société de conseil qui s'appelle Soprasteria avant. Et selon vous, je vous cite également, les outils d'intelligence artificielle sont passionnants et auront un impact croissant. Mais il ne faut pas oublier qu'ils doivent rester des outils à notre service et pas à notre place. Maël Fablé, merci également d'être avec nous, avocat spécialiste en droit du numérique. EY, société d'avocats, vous êtes depuis 16 ans. Et vous le dites, le droit doit apporter un cadre rassurant sans pour autant constituer un frein à l'innovation. Ce sera complètement l'angle de cette table ronde. Vous ne vous êtes pas trompé de salle, merci d'être avec nous. Et également avec nous, Lionel Régis Constant, consultant senior en nouvelles technologies data et IA chez Smile, également président de l'association Naonedia, enjeux éthiques et société autour de l'intelligence artificielle. Et votre phrase d'accroche invite à la philosophie. Si le pire n'est pas certain, visons le meilleur. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure également. Un petit mot pour Thomas également qui est avec nous. Il est papa depuis une semaine, donc un peu de fatigue. Il a quand même accepté l'invitation. On vous en remercie pour ça. On ouvre le débat avec cette première partie intitulée... Effectivement, ça s'applaudit. Premier débat intitulé « Il y a un problème ». Je commence avec vous, d'ailleurs, Lionel, si vous voulez bien. Au sein de votre association et puis aussi peut-être avec les clients qui vous consultent, sur quelle thématique on vous interroge, sur quelle thématique vous avez l'impression qu'il y a le plus de crainte aujourd'hui ? Alors, énormément des problématiques des clients, en fait, sont souvent des interrogations. Les interrogations, c'est surtout autour de la notion de cas d'usage. Je pense qu'il y a eu énormément de buzz qui a été fait autour de l'IA générative. ChatGPT, ça a permis aussi à de nombreuses personnes de pouvoir accéder à une solution IA pour la première fois, qui était un petit peu cantonnée au domaine des spécialistes. Et donc, il y a énormément de domaines en fait, autour de questions autour de la notion de cas d'usage, de quoi faire cette technologie. Et voilà, généralement, les problématiques viennent après, lorsque les clients sont un petit peu plus avancés dans la réflexion. Mais généralement, la première question, c'est une technologie qui a l'air puissante, qui m'intéresse, mais qu'est-ce que je peux concrètement faire avec ? Et au sein de l'association, est-ce qu'on vous parle de ces craintes, notamment pour la démocratie ? Je sais que ce sont des débats, notamment par des associations qui sont mis en avant. Oui, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur sur le fait que voilà, l'IA générative, par définition, donc, va créer du contenu à partir donc, de données en entrée. Et elle permet également voilà, de faire donc, de la synthèse assez puissante en fait, d'un certain nombre de choses. Et donc il y aura forcément, on est dans un monde où tout le monde a parlé voilà, de l'influence par exemple des réseaux sociaux avec les effets un petit peu de cloisonnement où les gens sont un petit peu enfermés dans leur propre opinion et vont avoir accès seulement à des gens qui ont les mêmes opinions qu'eux, ce qui amène pas mal de radicalisation souvent. Et avec l'IA générative, on pourrait imaginer voilà, où il y a de plus en plus de fake news, de plus en plus de contenu qui soit créé et qu'il y a un facteur... Le deepfake aussi, on en parle beaucoup. Voilà, le deepfake également, qui est donc un facteur démultiplicateur en fait, sur ces problèmes de cloisonnement. Et ça, c'est l'une des interrogations de choses qu'on se pose au niveau associatif, mais aussi également au niveau professionnel avec Smile, où on essaie voilà,
d'expliquer aux clients que ces IA, il y a la question, bon, on en parlera plus tard, de la propriété intellectuelle, la question de la confidentialité des données, et c'est des choses qui doivent être prises en compte dès le départ dans un projet d'IA générative. Thomas Ranoux, alors ce qui a changé, on en parle évidemment, hein, c'est l'arrivée de ChatGPT fin novembre 2022, une facilité d'accès, hein, vous disiez Lionel. Est-ce que c'est de nature à modifier nos métiers, à les faire disparaître peut-être? On a ce cas en région parisienne, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, d'une entreprise, 217 des 380 salariés remplacés par l'intelligence artificielle, une entreprise qui fait de la veille médiatique. Hein. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA ne va pas fondamentalement changer, du moins remplacer nos métiers. L'IA va les enrichir. Ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que l'IA va nous apporter une nouvelle façon de travailler. Elle va nous apporter de l'aide pour réaliser nos tâches au quotidien, dans le sens où elle va simplifier notre exécution. Donc les tâches répétitives. Absolument. Elle va pouvoir se charger justement de ces tâches répétitives ou qui apportent peu de valeur pour que nous puissions nous concentrer justement sur ce qui a de la valeur, sur ce qui a un enjeu business, un enjeu métier pour les entreprises. Donc pour ça, il faut une évolution des métiers, ça va prendre du temps, certainement? Certainement, et il faut s'adapter, effectivement, ça c'est certain. S'adapter à ces nouveaux usages, à ces nouvelles façons de travailler. Ouais, effectivement. Si je peux me permettre de rebondir juste, j'ai entendu une phrase, je ne sais pas si ça résume cette position et si vous pouvez confirmer que l'IA générative, ça ne va pas remplacer un expert, ça va remplacer 20 stagiaires. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ou... Là encore, je pense que c'est un peu schématique, bien sûr. C'est fait pour assurer les associés chez nous, mais pas les stagiaires. Non, ce qu'il faut le voir, et du coup c'était le sens de ma phrase d'introduction, c'est que l'IA va nous apporter des choses, mais l'IA va rester un assistant, un copilote. Et je précise d'ailleurs que l'ONU, dans une étude, explique que l'IA est plus susceptible de créer des métiers, en tout cas, qu'en détruire. Stéphane Baïkov, vous voulez réagir? Oui, mais je viens d'oublier ce que je voulais dire. Et c'est là où je me dis que ma remarque est hyper pertinente. Je voulais réagir sur oui, le fait que l'IA, en fait, c'est une puissance de calcul hyper importante. Et c'est un outil, ça va être comme l'ordinateur, quand c'est arrivé. Moi, quand j'étais étudiante, j'ouvrais à peine un ordinateur. Aujourd'hui, les étudiants, il faut aussi qu'ils s'emparent de l'IA pour apprendre à le dompter, à savoir l'utiliser. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que l'IA, s'il a une puissance d'analyse et de collecte d'informations, n'a pas de bon sens. C'est-à-dire qu'il peut faire un contresens total d'une analyse de loi ou d'une jurisprudence. Et donc, ce qu'il faut, et c'est ce que je rejoins ce que disait Maëlle, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on reste experts de nos domaines, mais qu'on ait des assistants. Et ça va être notre prolongement, comme l'ordinateur qui a révolutionné le travail des avocats notamment, et évidemment d'autres professions. Justement, je reste avec vous, Stéphane. Est-ce que vous avez, vous, déjà des contentieux sur cette question de l'intelligence artificielle, des clients qui viennent vous voir justement pour des contentieux? Alors, moi, je n'ai pas de contentieux à traiter. J'ai juste avec le big data et notamment le traitement des données et notamment des données d'imagerie médicale qui sont cédées à des laboratoires par des praticiens, donc par des médecins, qui anonymisent ou pseudonymisent ces données et les cèdent à des laboratoires qui eux-mêmes ont développé une IA pour entraîner l'IA et permettre, à partir d'images, d'identifier s'il y a tel cancer. Donc ce sont des contrats des contrats de cession de données anonymisées, puisqu'on est en matière de données de santé. Mais, pardon, je poursuis le raisonnement et je rebondis sur ce dont on parlait. C'est-à-dire que cette IA, on va l'entraîner à identifier tel cancer. Pour autant, elle ne va pas pouvoir identifier un autre cancer. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de découverte faite à partir de cette IA. Je change un petit peu de thématique, toujours sur ce diagnostic, ce constat avec vous, Lionel. On l'a vu aux États-Unis, cette grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, ça a été très médiatisé. Des acteurs qui craignent d'être remplacés par des machines.
C'est ce qu'ils disent en tout cas. Est-ce que pour vous, là, on est dans un fantasme? Il faut protéger le visage de l'acteur, il faut protéger l'aspect physique de l'acteur? Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans un fantasme. Je pense que les quelques fans de Star Wars se souviennent d'une scène dans l'avant-dernier épisode avec Carrie Fisher, qui était déjà décédée à ce moment et qui intervenait pendant quelques minutes. Je pense aussi que la plupart des salariés qui sont dans cette salle ont généralement signé en fait une cession de droits intellectuels en fait sur le travail qu'ils effectuent dans le cadre de leur entreprise. C'est une cession de droits qui est parfaitement normale, sinon les entreprises en fait ne peuvent pas vraiment innover et breveter des choses qui sont découvertes à l'intérieur d'une entreprise, mais ça peut aussi ouvrir le fait qu'une entreprise pourrait dire en fait, comme toutes les données, tous les emails, tous les PowerPoint, tous les fichiers Word, tous les fichiers Excel qu'un employé a réalisés m'appartiennent, je pourrais donc en fait soit augmenter ou soit supprimer les tâches de cet employé, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la vision qui est pessimiste. La vision qui est optimiste, c'est de justement, voilà, ce qu'a expliqué Amael, c'est de pouvoir avoir vraiment une vraie application qui puisse, dans le quotidien, permettre d'augmenter en fait les capacités des salariés. Donc sans doute ce qui va se passer dans le futur, c'est pas que des salariés vont être remplacés, c'est surtout que ceux qui vont maîtriser cette technologie vont avoir un énorme avantage par rapport à ceux qui ne la maîtrisent pas. Stéphane Baïkov. Pardon, je discutais cet été avec un professeur d'informatique qui me disait qu'il s'était aperçu que les étudiants travaillaient à partir de ChatGPT. Et le collectif de professeurs s'est dit, en fait, il ne faut pas qu'on les empêche de l'utiliser, mais il faut qu'on leur apprenne à l'utiliser. Il faut que ça intègre nos formations. Comme Wikipédia avant ça, comme Internet avant ça, et comme la calculatrice sans doute encore avant ça, quoi. Maël Fablé, je voulais parler avec vous aussi de la collecte des données personnelles. C'est un thème qui vous est très cher, je crois. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça en rajoute une couche, justement, et à quel niveau ? Ça en rajoute une couche, surtout parce qu'on a ce côté boîte noire aujourd'hui. En fait, c'est le principal sujet sur les données personnelles, c'est de se dire avec quelles données personnelles cette IA s'est-elle entraînée, sachant qu'elles sont pas toutes elles sont peu transparentes sur le sujet. Et donc aujourd'hui, c'est ça la question. C'est est-ce qu'il y a un traitement de données personnelles avant même que je saisisse un prompt dans ChatGPT? Est-ce que déjà la machine en tant que telle a absorbé de la donnée? Et oui, évidemment. Laquelle? Comment? Les personnes qui ont eu ces données, les personnes concernées, comme on dit, dont les données ont servi d'entraînement au machine learning, ont-elles été informées? Ont-elles pu s'opposer? Évidemment non. Et c'est là qu'on a aujourd'hui un sujet et qui n'est pas réglé, parce que si on s'en tient à la règle du RGPD, qui est le seul texte qu'on a aujourd'hui, mais qui, bien que récent, 2016, n'avait pas complètement anticipé ces problématiques de machine learning, on a déjà un sujet, c'est que si on respecte vraiment le texte, il n'y a pas une seule solution d'IA générative aujourd'hui qui est dans les clous. Et en même temps, on a une position de la CNIL italienne sur ChatGPT qui disait bon, faites des efforts sur la transparence, expliquez-nous ce qu'il y a sous le capot, mais on ne va pas non plus les interdire parce qu'en fait, on voit que... ChatGPT qui a été interdit pendant un moment en Italie malgré tout. Parce qu'en fait, techniquement, c'est contraire au RGPD tel que ça fonctionne. Mais en même temps, on voit bien, tout le monde a conscience que si on bloque ça, ça pose des problématiques effectivement de frein à l'innovation, d'avantages compétitifs des Européens face aux Américains qui sont un petit peu moins regardants sur le sujet, qui n'ont pas de texte équivalent au RGPD. Et donc on voit bien qu'il faut trouver un moyen de tordre la règle aujourd'hui ou d'en prendre de nouvelles un peu plus conciliantes, en tout cas adaptées à ces nouvelles solutions pour ne pas freiner l'innovation et pour ne pas empêcher aux gens d'utiliser de l'IA, de l'en développer de l'IA, parce qu'on va en avoir besoin de toute façon et on ne pourra pas le freiner. De toute façon, c'est un combat qui sera perdu. Thomas Ranou, on peut le dire, ChatGPT, c'est pas gratuit. Pour pouvoir utiliser le système, on donne par exemple ses données, on donne son adresse mail, on donne son numéro de téléphone. Alors lorsqu'on parle du ChatGPT public, entre guillemets, là, son utilisation est totalement gratuite. Modulo, effectivement, les questions que l'on peut lui poser qui vont servir de base au modèle. Modèle qui a été pré-entraîné avec des données publiques disponibles sur Internet, effectivement. Donc ça, c'est pour le ChatGPT public. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises, dans un contexte professionnel, ont la possibilité de déployer un ChatGPT privé, qui là sera interne à leur organisation, qui aura là aussi été pré-entraîné, mais que l'entreprise va pouvoir enrichir avec ses données à elle.
par exemple des PDF avec le règlement interne de l'entreprise pour qu'un employé, s'il a une question, puisse la poser directement à ChatGPT. Et ces données-là, qui servent à enrichir le modèle, resteront purement internes à l'entreprise et ne serviront pas derrière pour réentraîner le modèle. C'est ça qui rassure les entreprises qui viennent vous consulter, l'idée de pouvoir avoir quelque part une IA personnalisée, privée, interne? Oui, complètement. Complètement, et c'est un des grands engagements de Microsoft, c'est de garantir cette politique de données privées qui ne sont pas réutilisées pour entraîner les modèles par la suite. Oui, là, indépendamment du sujet données personnelles, en fait, ça pose des problématiques de secret d'affaires. C'est-à-dire que même si on n'a pas de données personnelles, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on laisse le ChatGPT public open bar dans une entreprise, on a potentiellement un risque que les salariés qui travaillent par exemple dans un département R&D saisissent de la donnée confidentielle et on ne sait pas trop où elle atterrit, quoi. Donc effectivement, l'idée de rassurer avec un cloud privé et un système fermé fait que le secret d'affaires de l'entreprise, indépendamment encore une fois du problème RGPD, de toute façon c'est un millefeuille, on va s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de fuite en termes de confidentialité, de protection de l'innovation, de choses qui seraient potentiellement derrière brevetables ou même pas. C'est juste du secret d'affaires qui crée un avantage compétitif à nouveau. Donc c'est vrai qu'on a ce problème aujourd'hui de confidentialité. C'est absolument exact. Et là, on parlait de documents internes à l'entreprise, et il y a la même réflexion, le même débat autour du code qui est produit par les développeurs. Voilà, il est possible d'utiliser un assistant d'IA pour développer du code qui reste interne à l'entreprise. Un dernier mot avant de passer à la deuxième partie avec vous, Lionel. Vous avez travaillé pour plusieurs grandes sociétés de la data. C'est clairement le nouveau sujet de compétition. Si on parle de business pur, là, clairement, c'est le nouvel enjeu mondial. Oui, tout à fait. En fait, l'IA générative, elle se distingue avant tout des outils que je pourrais un peu considérer comme classiques. Ça fait depuis la transformation numérique, ça fait 30 ans qu'on en parle. Donc, en fait, généralement, quand une entreprise a un problème, on va leur mettre une solution numérique en face. Au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait des flux de données dans tous les sens, et donc on a inventé le middleware. Et maintenant, on se retrouve avec des masses de data qui sont absolument invraisemblables. Et l'IA générative, justement, est extrêmement gourmande et permet de faire justement des synthèses de documents qui peuvent être un petit peu hétérogènes. Ça peut être sous différents formats. Et ça permet justement cette synthèse de faire des gains potentiels de productivité qui sont assez énormes. Ça, c'est vraiment cette demande des entreprises de savoir quoi faire avec cette technologie. Moi, à chaque fois, je leur dis d'essayer de discuter ensemble quel est le ROI qui peut être attendu et comment est-ce qu'on peut accompagner des collaborateurs dans cette démarche. Mais une chose qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que les capacités technologiques de l'IA générative et de l'IA tout court est en pleine explosion et ça va continuer. Donc on n'est pas trop sûr de où on va, mais en tout cas on y va. Et ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit pour les citoyens. Autant je pense qu'il restera des solutions pour sécuriser les entreprises, puisqu'il y a des enjeux business qui sont hyper important. Autant pour les citoyens, je pense que c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit, de pouvoir justement être un acteur, de comprendre cette technologie et qu'elle fasse partie du débat politique également. Il y a un marché de l'intelligence artificielle qui est exponentiel, vous l'avez dit Lionel, avec des dizaines de milliards d'euros attendus. Ça va poser donc la question de la régulation, évidemment, de cette technologie. On a fini pour le procès. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a eu un procès fictif de l'intelligence artificielle du côté de Montpellier, avec des experts comme vous qui se sont présentés, et un verdict, l'acquittement. Rien à rajouter, Stéphane. La deuxième partie, justement, s'intitule « Y a-t-il déjà une régulation ?» En mars de cette année, vous l'avez suivi, des centaines d'experts mondiaux, dont un certain Elon Musk, ont signé une pétition pour une pause de 6 mois dans la recherche, dans le développement de cette recherche d'intelligence artificielle. Il parle de risques majeurs pour l'humanité. Je me tourne vers vous, Thomas. Il y a aussi le créateur de ChatGPT qui s'est exprimé, qui a demandé au gouvernement d'intervenir. Votre big boss aussi, à vous, à Microsoft, Brad Smith, qui a demandé un encadrement plus strict en disant qu'il s'agissait d'un outil qui ne doit pas permettre aux gens d'arrêter de penser. Pardon. Les mots sont forts. Vous partagez son analyse? Oui, tout à fait. On est toujours sur l'idée d'un assistant en ce qui concerne l'IA, dans le but d'enrichir et non pas de remplacer. On en a parlé tout à l'heure. Concernant la pétition, avec la pause des 6 mois
pour le développement de l'intelligence artificielle, signé notamment par Elon Musk. Ça s'apprête à sourire. Elon Musk étant un des fondateurs d'OpenAI. Bon, il s'en est retiré par la suite, mais voilà, il prêche pour sa paroisse. Et puis il a monté une boîte d'IA 3 semaines après avoir fait la demande de pause. Un mot d'ailleurs sur ce qu'il faudrait réguler en premier, peut-être, Maël Fablé. Sur quoi il faut tout de suite intervenir en urgence concernant le développement de ces technologies? C'est un ensemble en fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... On ne peut pas prendre un point qu'on a révélé lors de la première partie en particulier. Ben, en fait, ce qui fait beaucoup de débat aujourd'hui, c'est quand même les problématiques de droit d'auteur, mais je te laisserai peut-être en parler, Stéphane. Et là, on a déjà des textes parce que voilà, le droit d'auteur n'a pas été aboli par ChatGPT, hein, donc on est quand même déjà censé appliquer tout ça. Les problématiques de données personnelles en parallèle, c'est le deuxième gros sujet. Hein. On en parle un peu moins, mais ça pose pas mal de sujets. J'en ai parlé tout à l'heure aussi. Et là, à nouveau, on doit faire avec. En fait, l'idée là, c'est qu'aujourd'hui, on le regarde se tourne vers l'Europe. On a un règlement qui est dans les tuyaux et qui était déjà before it was cool. Hein, on en parlait avant de ChatGPT déjà de ce règlement et qui est intéressant parce que justement, il est transversal et il couvre justement les niveaux de risque dont on a déjà parlé, le risque de deepfake, les risques d'atteinte à la vie privée, etc. Et donc l'idée là, c'est justement d'encadrer de manière transverse les risques en matière d'IA au sens large. Et les risques, ils sont divers. Hein. Vraiment, on en parlait, hein, risque d'usurpation d'identité, impact sur la vie privée, utilisation de données sensibles, etc. Et donc, pour en dire deux mots, donc, le texte était déjà assez innovant parce que assez précurseur. Hein. Et l'idée, effectivement, est de poser un cadre en définissant différents systèmes d'IA. Il y a 4 niveaux, selon leur de dangerosité. Dernier niveau étant carrément interdit, donc c'est effectivement ce qui va permettre de faire du classement de citoyens, un peu comme on a vu dans Black Mirror ou des choses comme ça. Je précise, hein, les niveaux inacceptables, haut, modéré, voilà. Et ensuite une technologie qui ne demande aucune régulation. C'est ça. Et plus on est haut sans être interdit, plus on aura de contraintes en tant que fournisseur de systèmes d'IA. C'est ça, avec un esprit toujours un peu très européen, c'est vraiment une tendance profonde du droit européen. Comme on a de l'accountability du RGPD, c'est de l'autorégulation en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des codes de conduite, des mesures, des outils de transparence pour nous expliquer, encore une fois, je reviens à cette expression, hein, ce qu'il y a sous le capot, quoi. Comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme, comment on sait qu'il ne va pas être détourné. Et c'est vrai que le risque le plus grand qu'on voit, c'est ça en fait, c'est une dérive dans l'utilisation des algorithmes. Pour prendre un exemple récent que j'ai eu, une des solutions d'IA qu'on voit pas mal aujourd'hui, c'est les caméras augmentées hein, pour déterminer des comportements suspects dans les magasins, pour les vols, sur la voie publique, etc. Comment ce truc-là s'entraîne? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des biais ethniques? Est-ce que l'IA n'a pas été entraînée pour reconnaître certaines catégories de population plus que d'autres? Voilà, on n'a aucune information là-dessus en fait. C'est ça que va demander le règlement IA, c'est notamment des obligations de transparence. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter ce genre de dérive? Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement d'actualité. Pour la petite anecdote, il y a eu un match de rugby, vous le savez peut-être, à Nantes samedi dernier. Et aux abords du stade, il y avait des militants d'Amnesty International qui distribuaient justement des prospectus, des flyers sur cette question des caméras augmentées qui devraient être utilisées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un des premiers textes en fait, qui a été adopté en mars ou avril dernier. C'est un des premiers textes français, ou peut-être même le premier, je crois, hein, qui parle d'IA, vraiment. Et donc qui est spécifique, alors qui est aujourd'hui sur le champ de l'organisation des JO, hein, et donc les caméras augmentées dans le cadre des JO à titre expérimental. Enfin, l'idée est de mettre le pied dans la porte et d'ouvrir cette porte pour des systèmes d'IA plus généralisés, quoi. Je vais vous donner la parole après, Thomas, je crois que vous vouliez réagir, mais d'abord Stéphane, peut-être pour revenir sur cette législation européenne, les IA génératives, on est dans un risque modéré, c'est bien ça? Les IA génératives, on est dans un risque modéré, oui, à partir du moment, en fait, on va reprendre le principe de finalité, c'est-à-dire qu'on les utilise pourquoi ? Il faut faire des parallèles avec le RGPD, c'est toujours la même chose. Et ensuite, les IA génératives, lorsqu'il y a de la donnée qui est utilisée en amont et notamment des œuvres, il va se poser la question du traitement des œuvres qui vont servir à entraîner l'IA. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que les artistes sont informés? Est-ce que ce n'est pas de la contrefaçon? Est-ce qu'on va copier une œuvre pour l'intégrer dans un système d'IA? Comment on détermine d'ailleurs une violation des droits d'auteur en quelques mots? Une violation des droits d'auteur dans ce type de situation, en fait, on va vraiment avoir un problème de preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne vont pas être transparents sur l'usage qui a été fait en amont, on n'a aucun moyen de déterminer quelles œuvres ont été utilisées et ont permis d'entraîner l'IA. Et ensuite se pose la question de la création
donc amont, aval, la création en tant que telle qui est générée par une intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut être protégée par le droit d'auteur? Donc aujourd'hui, alors c'est le Copyright Act ou l'avis du Copyright Office aux États-Unis, en Chine également, et la réglementation française et européenne. À partir du moment où il n'y a pas d'intervention humaine dans le processus créatif, on va considérer qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc le seul fait de mettre une requête dans une IA qui va créer de l'image, du son, du texte, ça ne suffit pas à considérer que celui qui est à l'origine de cette requête, on va considérer que c'est une idée et que cette simple idée n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. On dit en France que les idées sont de libre parcours. D'accord. Thomas, vous vouliez réagir tout à l'heure ? Oui, je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions par rapport à la réglementation, mais finalement, l'IA existe depuis les années 60. Donc, vous avez commencé avec les jeux vidéo, c'est ça? À être face à l'intelligence artificielle? On peut voir ça comme ça, ouais. Mais oui, l'IA existe. Vous avez parlé de ça. Ah, c'est vous, pardon, excusez-moi. L'IA existe depuis longtemps, d'où l'importance de poser des lois, de poser des cadres d'utilisation. On a un focus depuis l'année dernière, depuis 1 an et demi, avec l'IA générative. Mais finalement, c'est des questions, je pense, qu'on se pose déjà depuis très longtemps. Et se pose la question également de la responsabilité. C'est-à-dire, qui est-ce qui va être responsable? Les données qu'on a intégrées, parce que peut-être que les données, elles ont été biaisées ou elles ne sont pas correctement, elles ne sont pas exactes, donc elles vont biaiser l'entraînement de l'IA. Est-ce que c'est celui qui a développé l'IA ou est-ce que c'est celui qui va l'utiliser, l'IA? Donc en fait, il faut contractualiser tout ça pour déterminer... Et que dit l'Europe là-dessus? Contractualiser. D'accord. On est encore au travail là-dessus. Lionel, je reviens vers vous. Une question qui, moi, forcément, m'intéresse particulièrement, c'est celle des journalistes. On a parlé des métiers qui pouvaient être remplacés. Est-ce qu'on est en danger, les journalistes? Parce que finalement, on a l'impression qu'on peut écrire un article, rassembler des données de manière très, très rapide. Il y a eu 10 médias internationaux, si vous ne le savez pas, dont l'AFP, qui demandait en outre un cadre juridique, justement, sur la transparence de comment sont entraînées les IA, le consentement des titulaires de photos aussi. On en revient au droit d'auteur. Titulaire de contenu, ou encore signaler les contenus générés par des IA, dire en gros que cette revue de presse a été faite par des intelligences artificielles. On doit s'inquiéter? Oui et non. C'est-à-dire qu'assez récemment, je sais que le New York Times est actuellement en train de faire une action juridique contre OpenAI pour des notions de copyright. On peut voir en fait que tous les métiers où il y a des fortes interactions sociales sont assez peu affectés par l'IA. Par contre, toutes les professions intellectuelles, les journalistes en fait partie, seront affectés par l'IA. Et toute la question est de savoir comment est-ce qu'on imagine le journalisme. Est-ce que le journalisme, c'est faire quelque chose de bas niveau qu'on peut produire à la chaîne sans mettre aucune intelligence derrière, ou est-ce que ce sont des vrais articles d'analyse qui vont être derrière? Enquête. Alors, effectivement, quand on fait du journalisme de bas niveau et qu'on fait de la synthèse d'autres articles qu'on a trouvés sur le net et qu'on le recrache d'une manière légèrement différente, ça oui, une machine va le faire beaucoup mieux. L'outil Bard de Google qui indique les liens, notamment à la fin de cette recherche, de cette requête, c'est une avancée pour vous, ça? Alors ça, c'est une avancée, c'est quelque chose, je pense, qui va dans la bonne direction. On connaît tous le phénomène des hallucinations des IA génératives qui ont en fait une fonction de ce qu'on appelle de récompense qui va essayer de répondre à l'utilisateur même si la réponse est erronée. Et donc le fait d'avoir un lien vers un document ou une source, qui est aussi une démarche un petit peu journalistique quelque part, c'est quelque chose qui est hyper important et qui devrait être développé dans le futur. Premier pas vers la transparence dont on parlait. Lionel, une dernière question. C'est toujours trop long pour vous, justement, on parlait de régulation de l'Europe qui continue de travailler dessus, de contractualiser, selon les mots de Stéphane Baïkov. C'est toujours plus long pour l'outil juridique pour suivre justement l'évolution technologique? Bah oui, la loi est plus lente que la technologie, malheureusement, quoi. Et donc, par contre, l'Union européenne a un vrai pouvoir régulateur. On dit souvent que l'Union européenne est une puissance juridique, autant qu'une puissance commerciale. Et on dit souvent que c'est un nain géopolitique et militaire, mais une vraie puissance de régulation. Et effectivement, l'Union européenne a un vrai
une vraie influence là-dessus, et il est hyper important de commencer à avoir des cadres juridiques qui soient de plus en plus précis. Je pense que pour les entreprises, il y a de vraies solutions maintenant pour sécuriser ces données. Par contre, au niveau des citoyens, je pense que il y a encore pas mal de boulot à faire. Et on peut un petit peu s'inquiéter. Je pense que le prochain test, ça va être clairement la prochaine élection présidentielle américaine, où on peut s'attendre à une cascade de fake news qui devrait être assez hallucinante. Et il est hyper important, voilà, de pouvoir réguler tout ça et faire en sorte qu'au moins le système démocratique puisse fonctionner correctement. Si vous m'autorisez, vous parliez des outils législatifs qui pouvaient être un peu en retard. Alors, je partage complètement votre point de vue et en même temps, pas tout à fait, dans la mesure où on a des principes juridiques généraux qui peuvent s'appliquer à toutes les matières, que ce soit le principe de responsabilité délictuelle. Et aujourd'hui, on a quand même des outils, de même que le droit d'auteur, tel qu'il est prévu par les textes qui soient... pardonnez-moi, européens ou français, permettent aujourd'hui quand même de répondre à certaines des problématiques qu'on trouve. Je pense que le vrai enjeu, ça va être sur les données et l'éthique. Ce qui est intéressant avec les réglementations UE aussi, c'est qu'elle a une portée extraterritoriale. On l'a vu sur le RGPD, l'impact que ça a eu sur les pratiques des Américains. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Avant le RGPD, un cloud Azure, il n'était pas forcément en Europe, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que des groupes américains se sont adaptés pour rassurer leurs clients européens et coller au cadre européen. Pour rester dans le marché européen. Voilà, en disant, bah oui, bah, pas de problème, j'ai des clauses RGPD, ton cloud, il va être dans l'Union européenne, les données ne sortent pas d'Europe, en général. Il y a quelques, voilà. Mais en tout cas, on voit qu'ils collent au cadre. Ils sont obligés, et même des Google ont dû s'y plier. Donc, on peut imaginer que ça va être la même chose pour le règlement IA. Thomas Ranou, réguler, est-ce que c'est pas aussi quand même un peu se tirer une balle dans le pied au niveau européen? Alors on dit l'Union européenne qui peut être pionnière en matière de régulation et de réglementation sur cette question-là. On sait que c'est une compétition internationale et que ça va très vite et que les moyens sont sur la table et que Emmanuel Macron, le président français aussi, a dit qu'il fallait mettre des moyens pour être dans cette compétition-là. Il est où l'équilibre? C'est une compétition, ça va très vite. Mais comme elle vient de le souligner à l'instant, les intervenants américains, hors États-Unis même, s'adaptent finalement aux réglementations et aux cadres que nous posons, qui sont essentiels, qui sont importants pour le bien de tous, pour le bien des entreprises, des citoyens. Donc, pour moi, ce n'est pas un frein, dans le sens où nous allons nous adapter, ils vont s'adapter à ce cadre qui est pour moi nécessaire. Et puis l'Europe, c'est pas l'intérêt non plus de bloquer l'innovation, je suppose. Bien évidemment. Un mot, Maël Flabé, je voulais rebondir sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, celui de la transparence, quand on parlait justement de cet outil BARD, début de transparence. La transparence, ça peut se traduire par quoi concrètement? C'est quoi? Ça va être un écran qui va apparaître à un moment donné pour nous expliquer comment nos données personnelles concrètement, sont c'est vrai que ça prend diverses formes. Hein. C'est vrai que pour réguler, il faut comprendre. Ouais. Et l'IA, il y a ce côté boîte noire pour un non-technicien, même pour un technicien, justement, comme il y a un équilibre à trouver entre la préservation du secret d'affaires de celui qui a développé un système d'IA et qui ne veut pas non plus donner les clés, et le régulateur qui, lui, doit comprendre comment ça fonctionne pour voir s'il y a des risques de dérive. Et donc la transparence, c'est ça, c'est à la fois, en matière de données personnelles, informer les personnes que leurs données sont traitées, qu'elles ont des droits, comment elles peuvent les exercer, etc. Mais les personnes lisent les contenus? Ça, c'est à eux de voir, du coup. Les avocats lisent. C'est vrai que c'est ce problème de la transparence, c'est que trop d'informations, quelque part, cassent l'information. Là aussi, on a beaucoup évolué par rapport au pavé de texte RGPD qu'on avait. Maintenant, on voit, je prends l'exemple du RGPD parce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort quand même, un peu de pédagogie sur la façon de diffuser l'information. Les bandeaux cookies ne sont plus ce qu'ils étaient. Personne ne va lire les détails, mais c'est vrai qu'on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Les gens sont un peu plus aussi affûtés sur ce sujet-là. Et pour l'IA, ça va être pareil. Et donc, ça prend diverses formes. On parlait du fait que les sources soient citées dans certains outils d'IA en disant « je t'ai répondu, mais je n'ai pas inventé ça, regarde d'où vient l'info ». J'ai fait un travail de synthèse, c'est une forme de transparence. On voit un peu, sans avoir accès à l'algorithme, on voit comment il a fonctionné. Et ça permet quelque part de le comprendre et encore une fois de réguler. On parle des autorités de régulation, on peut aussi parler des entreprises. On a eu cet exemple aussi aux États-Unis avec ces 15 entreprises de la tech qui se sont engagées auprès de la Maison-Blanche à s'auto-réguler, à faire des tests internes, différencier les contenus générés par l'IA, partager les informations aussi sur les risques. Lionel, on peut y croire ça, à une autorégulation, à une bonne volonté, j'allais dire, des grands groupes? Bonne volonté, oui, sans doute. Après, voilà, il y a des gens aussi qui proposent de faire un espèce de fort à la mode,
Fort Alamo, pour ceux qui ont vu Oppenheimer, c'était la réunion de scientifiques pour créer la bombe. Il y a plusieurs personnes voilà, qui se disent que ça serait éventuellement une solution, hein, c'est d'avoir ces grandes entreprises commencent à communiquer entre elles pour pouvoir essayer de décoder cette boîte noire. Le phénomène de la boîte noire, en fait, c'est qu'on n'a aucune idée de la manière en fait, dont les données vont être traduites par un réseau de neurones. Il y a trop d'intrications à l'intérieur des différents réseaux de données, et donc c'est impossible, même pour les spécialistes, de savoir exactement quelle va être la donnée en sortie. Et ça, c'est un énorme problème de sécurité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à terme, en fait, on a du mal à savoir quels sont, avec l'augmentation de la puissance des IA, quels vont être les produits en sortie. Donc c'est hyper important voilà, qu'il y ait au moins ce dialogue qui existe entre les grands acteurs. Il y a une autre chose aussi que je pense qu'on n'a pas encore mentionné, qui me semble assez fondamentale, c'est de faire un focus sur l'open source. L'open source, c'est aussi la possibilité, voilà, c'est l'autre acteur en fait de l'IA générative qui est en plein essor, qui pour l'instant en fait est assez peu transposé dans le monde des entreprises parce qu'en fait du point de vue industrialisation, il n'est pas du tout aussi mûr que par exemple un produit qui vient de Azure et OpenAI. Mais ça offre la possibilité de trouver des modèles qui puissent être customisés selon les besoins des citoyens, le besoin de certaines entreprises, avec des vraies notions de sécurité et de transparence. Et c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez important dans le monde de l'IA et qu'on devrait continuer à encourager. Et qui est en cours de développement, justement. Et qui est en cours de développement, hein. La scène est hyper dynamique. Tout le monde a entendu sans doute parler de Hugging Face, qui est un petit peu le GitHub en fait, de l'IA open source, où on peut télécharger des datasets, on peut télécharger des modèles et chacun peut essayer voilà, de faire du fine-tuning, c'est-à-dire de l'adaptation de moteurs IA, même sur son propre ordinateur. Et je pense que le fait que voilà, des individus, certes un peu geek, mais de moins en moins, il y a de moins en moins de barrières techniques, puissent télécharger des modèles d'IA sur leur PC et de pouvoir voir un petit peu la puissance de cette technologie. Je pense que c'est un mouvement fondamental et qui est extrêmement important parce que ça permet un peu aux citoyens, aux petites entreprises, aux associations de pouvoir mettre la main sur cette technologie et de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Thomas Ranou, vous vouliez ajouter quelque chose, il me semble? Oui, pour rejoindre ce que vous avez dit, il faut toujours garder en tête qu'une intelligence artificielle, même si le nom fait un peu rêver, ça reste des maths, ça reste des statistiques. C'est un programme qui fait un calcul et qui propose un résultat, d'où, on y revient encore une fois, l'importance de la supervision, du contrôle de l'homme sur les résultats proposés par cette IA. Avant de conclure, j'avais une dernière réflexion à vous soumettre, Stéphane et Maël. Je discutais avec une amie, vous savez, toute ma vie, qui travaille dans le secteur des médicaments, voilà, tout simplement. Et elle me disait, bah, nous, dans notre secteur, on a beaucoup de tests en amont. Quand ça ne va pas, eh ben, on doit tout refaire. Il y a un principe de précaution qui s'applique. Dans le domaine du numérique, ce principe de précaution n'existe pas du tout? Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que la technologie est sortie, on réfléchit à comment la tester, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Hein, c'est ça la grosse différence. Donc il n'y a pas de, c'est pas à part dans certains secteurs, c'est pas régulé en tant que produit réglementé, à part effectivement des technologies qui seraient utilisées, notamment des IA, hein, qui auraient aussi une casquette de dispositif médical, par exemple, où là on aurait à nouveau une réglementation qui s'appliquerait. On rentre dans un autre domaine. Voilà. Mais en fait. Voilà, en tant que telle, la techno, non, n'est pas régulée avec un principe de précaution. C'est par secteur. Ouais, c'est comme tous les principes de droit pénal ou de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des dérives, hop, on va se demander comment pouvoir sanctionner. C'est à partir des dérives. Merci en tout cas à tous les quatre. On va conclure, si vous voulez bien, cette table ronde en revenant sur vos phrases d'introduction. Cité, je sais pas, je vais vous les redire évidemment. On va commencer avec vous, Lionel, et sur votre phrase d'introduction. Si le pire n'est pas certain, visons le meilleur. C'est ce que vous m'avez dit avant cette table ronde. Alors ce serait quoi le meilleur? Le meilleur, je pense que ce serait d'avoir une multiplicité des acteurs de l'IA. J'ai parlé de l'open source. Je pense qu'il y a une vision, voilà, particulièrement venant de OpenAI, de créer un petit peu une intelligence artificielle générale. Ça semblait de la science-fiction il y a quelques années, et chaque année, on semble un petit peu s'en rapprocher. Donc, c'est-à-dire une intelligence qui serait aussi polyvalente
que celle des humains, à quasiment toutes les tâches que font les humains. Donc derrière, voilà, eux, ils ont une vision qui est très optimiste. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, pense même à un revenu universel, etc., qui serait distribué et tout. Donc c'est une version très techno Silicon Valley, quoi. Mais je pense qu'en fait, vraiment, le futur, c'est d'avoir une multiplicité d'IA venant de différents acteurs, que les citoyens aussi puissent prendre possession de cette technologie, s'intéressent au moins aux enjeux éthiques de cette technologie, que ça rentre à l'intérieur du débat politique. Et puis aussi, juste pour terminer, je ne vais pas prendre tout le temps, mais voilà, il y a un petit peu deux visions un petit peu qui existent. Il y a une vision un peu monolithique avec des IA qui deviennent de plus en plus puissantes, avec un nombre très restreint d'acteurs qui peuvent enregistrer créer des modèles en fait qui coûtent des millions de dollars d'entraînement et qui pourraient atteindre voilà des capacités un petit peu humaines voire surhumaines. Et puis une vision où on pourrait avoir des IA qui seraient justement beaucoup moins gourmandes en énergie, qui seraient sans doute moins puissantes, mais qui seraient basées sur différents éléments de la chaîne. Donc il y aurait des IA, par exemple, qui feraient de la traduction, des IA qui checkeraient des transactions, etc. Tout. Donc on pourrait avoir des modèles d'IA, c'est là encore que l'open source a un rôle à jouer, qui seraient moins puissantes et qui seraient voilà, disséminées sur différents éléments de la chaîne et qu'on pourrait plus facilement contrôler. Maël Fablé, je me tourne vers vous. Vous parliez, vous, en début de table ronde, d'un cadre rassurant. Ce sont vos mots. Comment on rassure quand même, on a entendu, certains créateurs de cette technologie n'ont pas vraiment l'air de l'être. En tout cas... Les créateurs ont appelé eux-mêmes à l'autorégulation, donc c'est qu'ils ont eux-mêmes besoin d'être rassurés, visiblement. En tout cas, ils ont besoin de se montrer rassurants vis-à-vis de leurs clients aussi. Il y a un aspect business, évidemment. On voit que finalement, on en a discuté un peu, le point d'équilibre est peut-être pas si dur à trouver. On voit bien que le régulateur va apporter un cadre qui ne sont pas pour autant des barrières, mais mettre des barrières sur les dérives, sur le risque de dérive. Et c'est ça, en fait. À partir du moment où la régulation permet d'éviter les dérives et les pires d'entre elles, on aura ce cadre rassurant. Et là-dessus, je suis assez optimiste, en fait. Thomas Ranou, de votre côté, les outils doivent être à notre service et non à notre place. Donc la clé, vous l'avez dit, c'est la supervision par l'homme. Il y a un côté aussi, on sait qu'il y a une école ici qui existe, l'IA School, qui est à Nantes. Ça va passer par là, ça va passer par les formations, l'éducation aux médias peut-être aussi? Bien sûr. La formation, l'utilisation, l'apprentissage, la compréhension des fonctionnements, des usages que l'on peut en faire. Vous avez fait une école, vous, spécifique? Non, pas forcément. Non. C'est une école d'ingénieur généraliste. Mais oui, donc l'apprentissage, tout en conservant voilà, cette idée de régulation, de cadre et d'assimilation de ce que l'IA peut nous proposer. Et on termine avec vous, Stéphane Baïkov. L'important, c'est l'usage que l'on fait des IA. Par exemple, vous pensez à quoi? L'usage médical, c'est positif, oui, vous en parliez évidemment, tout à l'heure. de toute façon, c'est un secteur dans lequel l'IA va connaître un essor important et permettra de faire des progrès considérables. La santé, mais moi, je parlais surtout de la menace de l'IA dans ma phrase, et je réfléchissais sur l'aspect reconnaissance faciale. J'ai deux exemples totalement antinomiques, c'est-à-dire qu'on a en ce moment, on a entendu qu'en Iran, des jeunes femmes recevaient des SMS sur leur portable parce qu'une IA avait repéré qu'elles ne portaient pas le voile. Et donc je vous laisse apprécier l'atteinte au respect de la vie privée. Et d'un autre côté, cette technologie qui pourrait être utilisée pour identifier des sites qui transfèrent des images pédopornographiques. Voilà. Merci pour vos réflexions à vous tous. Alors je ne sais pas si on a le temps de questions. Peut-être 2-3 minutes. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment à l'une de nos interlocutrices ou interlocuteurs. Eh bien, je crois que vous avez été... Ah, si, il y a une question. Ouais, si j'ai une question qui s'éloigne peut-être un petit peu du sujet de départ, mais j'ai une question par rapport à l'utilisation, selon vous, des IA génératives et de l'IA de manière générale en termes de ressources énergétiques par rapport à notre futur, justement. Comment est-ce que vous voyez ça par la suite, en fait? Est-ce qu'on va aller sur vraiment une évolution assez globale comme on a actuellement? Est-ce qu'on va aller sur une régulation, une autorégulation à ce niveau-là? Une sélection des certaines IA pour l'usage des bonnes ressources à ce niveau-là. Voilà. Comment est-ce que vous voyez le futur là-dessus? Qui veut répondre? Lionel, Thomas? Je peux apporter un élément de réponse. Effectivement, vous l'avez dit, entraîner une IA, ça
tel que ChatGPT par exemple, ça coûte cher, ça demande énormément de ressources de calcul. Ce que l'on peut garder en tête, c'est que un ChatGPT n'est pas entraîné tous les jours, voilà, déjà. Donc finalement, on est sur une mutualisation des ressources pour un entraînement à un instant T. Et lorsque l'on parle d'utilisation de ChatGPT inter-entreprise, là encore, c'est un modèle global qui est déployé spécifiquement pour une entreprise. Ce n'est pas un entraînement spécifique pour une entreprise. Donc, on est dans cette idée de mutualisation des ressources, en sachant que derrière, au niveau infrastructure matérielle, les acteurs, en général, ont ce souci de l'économie, de la sustainability, pour avoir un impact le moins important possible. Enfin, même à l'utilisation, ça prend énormément d'énergie. Hein. Par exemple, le modèle GPT-5 de OpenAI, pour l'instant, n'est pas entraîné parce qu'il n'y a plus de GPU disponible, tout simplement. Et parce que la plupart des GPU, en fait, sont déjà pris par les utilisateurs de GPT 3.5 et de GPT 4. Donc, en fait, ils ont du mal à trouver les ressources hardware pour entraîner. Donc, finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que l'utilisation de ces IA va permettre d'économiser sur d'autres tâches qui elles-mêmes consomment du CO2. C'est surtout ça la question. Donc on en revient encore à la même chose, c'est au cas d'usage, au cas d'utilisation et à l'optimisation de cette technologie. Et de fait aussi d'avoir sans doute différentes architectures, différentes solutions techniques pour pouvoir choisir en fait l'IA la moins gourmande en énergie pour son propre besoin. Juste un mot, je pense que compte tenu de l'épuisement des ressources naturelles vers lequel on se dirige, j'ose espérer qu'il y aura une réglementation et qu'en tout cas on utilisera ces ressources uniquement pour le bien commun et pas seulement pour des intérêts privés uniquement tournés vers l'économie pure. Ça répond à votre question ? Une autre question, une dernière question, après je pense qu'il va falloir qu'on termine. Une question un petit peu plus au fond, s'il vous plaît. Oui, vous avez parlé des deepfakes. Est-ce qu'il y a des outils automatiques qui permettent de détecter si une image vient d'une IA, par exemple, soit pour le deepfake, soit aussi pour les histoires de droits d'auteur ? Est-ce qu'il y a une recherche? Non, pas vraiment. En fait, il y a eu des OpenAI eux-mêmes avaient développé un outil pour essayer de détecter les textes qui avaient été créés par ChatGPT, ce qui semble être plus facile à faire même que pour une image. Et ils ont abandonné tout simplement le projet. C'était infaisable. Il y avait trop de manières de brouiller les informations. Finalement, ce qui est intéressant quand on reprend l'exemple de l'éducation, il y a beaucoup de profs, mais même de parents qui s'inquiètent que maintenant, pour faire une dissertation, on va créer un prompt un petit peu ingénieux et puis on va appuyer sur la touche entrée et puis ça va faire une dissertation. Mais finalement, voilà, c'est aussi une autre manière de voir l'éducation. Et si on se dit que peut-être que ce serait plus intéressant d'interroger les gens à l'oral sur leurs connaissances, plutôt que de pondre des thèses, antithèses, synthèses, comme on l'a fait depuis des années, et que c'est peut-être une nouvelle manière, voilà, à la fois d'enseigner les élèves et aussi de vérifier les informations. Mais pour répondre à votre question précise, non, il n'y a pas vraiment de manière de détecter ça. Alors, quand c'est mal fait, oui, on peut. Il y avait l'histoire des gens qui avaient que 4 doigts ou 6 doigts, etc. Et tout. Au fur et à mesure que la technologie avance, ces choses vont être de moins en moins évidentes à détecter. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous tous pour votre attention. On vous souhaite évidemment une très bonne journée sur le salon de la data et de l'IA. Bonne journée à vous.